Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et WattFM. Merci à vous de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins de lundi au vendredi. Nous sommes au tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. C'est un rendez-vous que vous pouvez suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de cette instance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec moi sur ce plateau et comme d'habitude, j'ai les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bienvenue. Bonjour, Président Ouedraogo, merci de nous recevoir. Bonjour, juge Vaha, bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour, Président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR se compose d'un président qui est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il est assisté de 2 vice-présidents, d'un coordonnateur et des membres de commission. Une composition qui a été révélée lors de l'adoption de l'acte fondamental. C'était le 31 janvier dernier. Qui sont donc les membres du MPSR qui accompagnent le lieutenant-colonel Damiba. La question est revenue au goût du jour avec justement l'apparition de 2 civils aux côtés du président du Faso. Le jour de sa prestation de serment est présenté comme les visages civils du MPSR. C'est un sujet en tout cas convoqué à cette convocation du tribunal de l'actualité. Deuxième actualité qui sera également commentée par les juges ce matin, le départ des forces Barkhane et Takuba du sol malien après 9 ans de présence. En tout cas, le décryptage, ça se fera après la première virgule, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole. Merci, Président. 2 avant-propos. Je voudrais répondre à la question qui nous avait été posée hier par rapport à ce que ça veut dire un État révolutionnaire. J'avais promis à M. Nana, donc le présentateur de cette émission, le mot à dire, de revenir aujourd'hui pour répondre à cette question. Donc hier, on avait un invité et j'avais d'autres avant-propos. Je ne voudrais pas abuser du temps. Donc ce qu'il faut dire, c'est que la révolution, c'est quoi? C'est un changement qui est brusque et violent. Non seulement il est brusque, mais il est violent dans la structure politique et sociale. Donc c'est brusque, c'est violent, mais c'est voulu par un groupe d'hommes. Donc, et c'est ponctué par des révoltes en fait. Donc quand on entend au Burkina parfois, on entend dans certaines, lors des débats, on entend souvent, on parle de l'insurrection générale armée qui va aboutir à la prise au pouvoir certainement par la classe paysanne, donc les masses laborieuses, pour effectivement instaurer un ordre nouveau. Donc un ordre politique nouveau avec une autre façon effectivement de faire. Donc inspiré certainement de la révolution bolchevique, on a vu la révolution française de 1789, on a vu celle bolchevique, donc ça veut dire que c'est vraiment un groupe de révolte qui aboutit effectivement au renversement de l'ordre politique et social, et ça vire en un quart de tour, c'est brusque et violent. Maintenant, je pense qu'ici c'est l'exemple burkinabé qui était différent, parce que c'est parti d'abord d'un coup d'État, et l'aspect révolutionnaire est venu après, puisque la révolution également peut être le changement brusque, violent également, de l'ordre social, économique et culturel. On parle de la révolution culturelle de Mao en Chine. Donc, et quand Sankara et ses camarades sont arrivés par un coup d'État, c'est de la façon de faire maintenant que les choses ont été révolutionnées, et il y a eu cet aspect révolutionnaire effectivement dans leur gestion. Sur le plan santé, je prends un exemple, la vaccination commando en son temps, qui a été brusque, qui était très brusque, et ça a été radical également, avec l'adhésion populaire n'a pas été, ça a été pratiquement obligé pour la santé des populations. C'est salutaire, il faut dire, mais la méthode a été très brusque et radicale, et en un temps record, en quelques semaines, le Burkina a eu des résultats inimaginables, parce qu'il fallait, avec le fameux pistolet, on a des aînés qui ont une sorte de cicatrice à l'épaule, le fameux pistolet, qui avait fait en un temps record beaucoup de chiffres, qui a valu aussi la félicitation du Burkina Faso, les félicitations adressées au Burkina par l'OMS, parce que c'était déjà jamais vu. Et l'exemple a été dupliqué dans d'autres pays pour pouvoir lutter rapidement contre la rougeole qui sévissait effectivement en son temps. Donc ça, c'était réellement brusque. Et en même temps, ils ont lancé de façon, j'ai dit brusque également,
mais un village, un centre de santé primaire. J'ai seulement consacré le domaine de la santé parce que ça, c'était également un village, un centre de santé primaire et les villageois devraient contribuer pour pouvoir faire la construction. C'était rapidement peint à la chaux, donc en blanc. Et puis pour les accouchements, il y avait un minimum de contribution qui était demandé aux villageois. Ça a été brusque. La contribution pour les travaux d'intérêt commun, ça aussi, ça a été brusque à l'université. Il y a eu l'orchestre de l'université qui a été voulu dans ces conditions, mais qui a produit aujourd'hui des merveilles, comme Tal Muntaga, Amity Meria, ZS, qui sont passés par cet orchestre de l'université. Ça, c'est sur le plan, effectivement, culturel. Donc, en réalité, il y a l'aspect brusque, violent ou radical qui accompagne, effectivement, les révolutions. Donc, quand on a écouté M. Damiba, il dit que ça ne s'inscrit pas dans une logique révolutionnaire, mais une transformation profonde, positive. Donc, tout porte à croire que ça va aller de façon douce, oui, avec méthode. De façon méthodique, douce, mais avec une vision claire et un objectif effectivement à atteindre. Reste à savoir maintenant où est-ce qu'on va pour pouvoir voir comment est-ce qu'on consentit. L'autre exemple pour terminer, c'est le Rwanda. Voyez-vous, après le génocide, ce qui est arrivé au Rwanda, c'est pratiquement une révolution. Quand on arrive au Rwanda, on pâlit. Donc les autres pays veulent calquer, mais ce n'est pas possible. Il y a une façon de faire qu'on peut calquer. La gestion du parc automobile, les questions environnementales, la protection de l'environnement, ça, les autres pays peuvent calquer. Mais parce que ce qui a été, c'est également le choc né du génocide qui a facilité un certain nombre de choses. Ce qui fait qu'au Rwanda, il ne s'appelle plus, il n'y a plus d'Hutu de Tutsi. Ils disent nous sommes des Rwandais. Parce que ça a créé ce déclic-là dans le mental du Rwandais et il a compris que s'il va vouloir revendiquer Hutu ou Tutsi, il ne s'en sortira pas. Donc, il n'en parle pas. Mais ça alors qu'en son temps, là-bas, les questions tribaliques et ethniques sont très prononcées. Mais le choc lié ça a provoqué un changement sur le plan moral et sur le plan culturel, effectivement, au niveau du Rwanda. Donc, je m'étends là-dessus longuement par rapport à... Je préférais donner des exemples pour appuyer les définitions qui sont données pour qu'on puisse se comprendre facilement. Le dernier avant-propos, c'est cette lettre qui quand même laisse percevoir là où nous sommes arrivés. J'ai toujours dit que quand on touche le fond, on rebondit d'une façon ou d'une autre. Soit qu'on vous aide, ou bien vous débattez pour sortir. Mais dès qu'on touche le fond, on va revenir à la surface. On peut durer au fond, mais quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, on va revenir à la surface. Certainement, on ne reviendra pas de la même façon, mais on va revenir. C'est quand même cette lettre qui demande 3 personnes intègres, probes, exemple de tout reproche, pour pouvoir constituer des gens à consulter dans les différents ministères. C'est-à-dire que notre intégrité a pris un coup à tel enseigne qu'il nous faut mettre en place des filtres pour en trouver. Pour un pays qui s'appelle le pays des hommes intègres, c'est le signe qu'on a quand même touché le fond. Maintenant, il faut se revoir et la remise en cause doit être individuelle avant d'être collective. Ce n'est pas Adams ni le juge Vaha qui doivent seulement changer. Bougma également doit changer. Donc, ce qui est demandé en termes de changement, en termes d'intégrité, de retour à l'intégrité, c'est demandé à tous les Burkinabés. Parce que quand j'ai vu cette lettre, bon, c'est au départ, on dit oui, c'est vrai, mais après réflexion, si on en arrive à ce niveau, c'est que quand même, on a fait un pas, mais pas dans le bon sens. Il nous faut effectivement retourner aux fondamentaux, comme l'a dit le chef de l'État, Damiba, lors de sa prestation de serment. Merci, juge Bouma. Juge Va, vous avez la parole pour votre avant-propos. Oui, merci, Président. Mon avant-propos, c'est le sommet UE qui se tient à Bruxelles. C'est le 6e du genre. Il y a une quarantaine de chefs d'État africains. Là-bas, on sait que celui qui préside à la tête de l'Union africaine, actuellement, c'est le Sénégalais Macky Sall. On a écouté son discours. On nous a parlé d'un sommet qui aura une particularité. On parle d'en gros 7 tables rondes. Et l'Afrique qui présente quels sont ses besoins. Je pense qu'on parle de 241 milliards. Je pense, 1 milliard d'euros en termes de besoins dans les 3 ans, les 3 années à venir. Et il y a l'Union européenne qui s'engage à casquer pour 150
en gros. Et il faut comprendre que ce sont des investissements à la fois publics et privés. Mais moi, j'ai écouté le discours d'ouverture de Macky Sall où il parle du besoin premier qui est celui de démocratiser, on va dire comme ça, l'électricité, parce que c'est en termes d'accessibilité, il faut dire que l'Afrique n'est pas bien nantie. Il parle de 600 millions d'Africains qui sont dans le noir, qui ne bénéficient pas donc de cet accès à l'électricité. Mais j'avais comme l'impression d'entendre des pleurnichards aller commander une aide quelconque à... J'ai l'impression que nos présidents aussi doivent quand même commander à changer le paradigme et puis changer les choses. Et vous regardez même dans les débats qu'ils ont, comme ils les ont structurés, l'un des grands points, c'est l'accès au vaccin pour ce qui est du Covid-19. Mais jusqu'à présent, ils sont encore dans ce type de débat. C'est vrai que ça tape l'Europe. Et que bon, là-dessus, c'est sûr qu'en accompagnant, il y a des lignes qui vont sortir, on sait comment ça fonctionne. Il y a de l'argent qui va circuler. Mais est-ce que c'est une priorité africaine aujourd'hui ? Quand on veut parler des maladies qui tapent au premier chef les Africains, ce n'est pas la question de Covid-19. En Europe, oui, on peut avoir ce type de regard, mais pas ici. Il y a d'autres questions plus prégnantes que cela. On a l'impression qu'on est dans un genre de conformisme sur des sensibilités qui sont partagées ailleurs. Non, nous on a d'autres réalités, on a d'autres besoins. C'est vrai que la question de l'électricité, oui, ça c'est un besoin prégnant. Mais qu'est-ce qu'ils font eux ? Qu'est-ce que nos chefs d'État là font ? Depuis les indépendances, quand on tape notre poitrine pour dire on est indépendant, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait pour sortir nos populations de ce noir-là ? La plupart du temps, on parle de l'Afrique, la richesse en termes de cours d'eau et tout. Il y a des moyens, c'est des barrages qu'il faut construire. Qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent au pouvoir ? C'est ça la réalité. Il y a souvent un train de vie de l'État qui est au-dessus des choses, qui pratiquement ne permet pas des investissements. Et quand chacun vient, il casse ce que l'autre a fait. C'est ce qui fait qu'on est dans un perpétuel recommencement sur notre continent. Et quand on écoute nos chefs d'État, la quarantaine, aller s'asseoir là-bas et pleurnicher, demander encore des aides, on se demande à quand cette façon de faire là va finir. On est toujours dans le principe de la bonhomie, de l'aide, de la fraternité. Non, c'est des pays qui ont des intérêts. Comment est-ce qu'on avance ensemble et comment est-ce que nous apportons notre pierre à ce qu'on change de façon fondamentale les conditions des populations. Ça revient d'abord au chef d'État. Maintenant, s'il faut aller pleurnicher devant tout le monde et puis après revenir dire que bon, tel barrage là, c'est moi qui l'ai fait, c'est sous mon magistère que ça a été fait, et puis se gargariser de cela, alors qu'on allait mendier et puis on est venu tenter de faire avec des détournements, des choses mal faites avec une qualité des plus critiquables, ça ne peut pas aller. Et moi, quand je regarde ce type de sommet là, ça ne nous rend pas fiers. C'est vrai que bon, on va dire que c'est des questions de coopération, c'est normal et tout. Oui, mais pleurnicher ainsi, c'est pas la solution. Il faut que nos chefs d'État aussi se ressentent sur l'essentiel. Il y a beaucoup à faire en assainissant leur gestion, en assainissant leur gouvernance et en impactant de façon plus intéressante. Maintenant, après, les apports, c'est des choses qui peuvent venir. Mais on ne peut pas compter sur l'autre pour pouvoir se développer. Les 600 millions d'Africains qui sont dans le noir, c'est le fait de notre gestion et de nos chefs d'État. Merci pour ces analyses et surtout ces interpellations. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble, en tout cas du lundi au vendredi, sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Alors, plus de 2 semaines après l'adoption de l'acte fondamental, les Burkinabés attendent toujours de connaître la composition du MPSR, qui sont les collaborateurs directs du lieutenant-colonel Damiba. Alors, la photo de famille avec les 2 civils lors de la prestation de serment qui sont Ibrahim Maïga et Abdoul Wahab Drabo, en tout cas relancer les débats. Juge Bougman, c'est cette actualité qui a même, je dirais, pris le dessus sur cette cérémonie de prestation de serment. Est-ce que vous avez compris cette polémique-là? Oui, effectivement, elle vient rajouter d'ailleurs à la polémique liée à l'événement. Donc, je lisais, excusez-moi, hier avec intérêt l'écrit de Newton Ahmed Bari qui parlait de malheureux sages qui balbutiaient les formules liées à la prestation. Effectivement, ce n'était pas aisé. Il y avait un malaise profond dans cette salle où des juristes chevronnés qui enseignent le droit ou qui sont des juristes et qui occupent d'autres fonctions élevées au niveau du Burkina viennent effectivement valider une pareille cérémonie de par leur présence, de leur caution morale.
effectivement, il y avait un malaise. Ça, maintenant, tout porte à croire que, comme l'a dit Louis XVI, c'est légal parce que je le veux. Donc, on l'impose autrement. Alors, maintenant, c'était déjà ça la polémique, qui n'allait pas finir et qui ne va pas du tout finir, même après l'investiture, même s'ils disent que c'est prestation de serment, ce n'est pas investiture. Bon, bref. Maintenant, ici, effectivement, c'est venu en rajouter à la polémique. Maintenant, les visages civils, on en avait parlé. On a dit au fur et à mesure que les choses se déroulent, les visages civils vont naturellement se découvrir. Ou du moins, on pourrait soupçonner des gens. Parce qu'on avait déjà eu une première dans l'histoire du Burkina. Souvenons-nous de l'époque révolutionnaire, il y avait le Conseil national de la Révolution. Mais qui siège ou qui siégeait au sein du Conseil national de la Révolution? Quelques noms ou des appréhensions. C'est lui-là, il doit être là-bas. Lui-là, il doit être là-bas. Le nombre, c'est combien? Donc, il y avait effectivement cette discrétion-là, tout un Ormeta, non, c'est ça, autour de la composition du CNR. Donc, ce qui fait qu'on ne connaissait vraiment pas tous les gens. Il y a un président du CNR qui est connu, qui est Thomas Sankara. Naturellement, il y a d'autres dont on est sûr qu'ils y sont, mais les autres, on ne les a pas, de civils comme militaires. Donc, mais ici, est-ce que le MPSR allait s'inscrire dans cette logique, même si la composition est connue, parce que la composition, c'est un président, deux vice-présidents, un coordonnateur, des chefs et puis des commissions. Des membres de commission. Alors, donc, déjà président et coordonnateur, les gens se posaient la question de comment est-ce que l'attirage allait marcher, surtout qu'il y a encore deux vice-présidents. Bref, bon, peut-être que le coordonnateur va réagir comme un secrétaire permanent, je ne sais pas. Mais, effectivement, qui était ou qui sont ces visages civils? Pour le moment, ce sont les deux qu'on a vus. Il y en a d'autres qui certainement ne sont pas encore découverts. Mais ce sont les deux visages qu'on a vus. C'est celui de Ibrahima Maïga et celui de Abdoul Drabo, donc qui est un homme politique parce qu'il faisait partie de la législature qui vient de tomber, mais aussi c'était un cadre du parti PDC de Saran Sérémé, et donc lui c'est un homme politique, membre de la Haute Cour de justice, et puis membre également des parlementaires pour le Burkinabé de l'extérieur, donc des affaires étrangères, et puis la commission parlementaire des affaires étrangères, le Burkinabé de l'extérieur. Donc lui, il a un profil, il est politique, il est connu. Maintenant, Maïga aussi, connu sur les réseaux sociaux pour ce qu'il fait à travers son activisme web. Donc ça ajoute effectivement à de la polémique parce que très rapidement, les soupçons se sont orientés vers le PDC de Saran Sérémé, qui avait démissionné auparavant, non seulement de son poste de médiateur du Faso, mais aussi son parti qui a quitté la majorité tombée et qui demandait d'ailleurs à la ministre aussi de suivre, et d'autres cadres qui avaient aussi démissionné. Donc, les uns les autres se sont dit, ah, donc c'était ça. Donc, premier niveau de polémique. Et rapidement, le parti, pour régler les choses, sort la lettre de démission de M. Drabo, qui est signée du 27 janvier, c'est-à-dire 3 jours après la chute de Kaboré. Donc, qui tombe le 24, le 27, il démissionne du PDC. Alors, question, a-t-il fait cavalier seul? La présidente, comment on appelle ça, la fondatrice présidente d'honneur, parce qu'elle était présidente avant de lâcher, est-ce qu'elle est au courant, ou bien elle a été mise face au fait accompli? En tout cas, ça c'est d'abord un premier lot de polémique. Le deuxième niveau de polémique, c'est concernant aussi Maïga, pour ce qu'il a fait en termes de révélation et tout. Donc, l'un mis dans l'autre, la polémique, naturellement, s'est enflée en fonction des profils des deux visages civils, liés également à un événement qui était en lui-même controversé. D'accord. Alors, le MPSR n'avait pas fait mystère sur la composition de ses organes. On parle de vice-présidence, on parle également de membres de commission. Mais jusque-là, on n'a pas dévoilé l'identité de ceux-là qui vont porter ces différentes casquettes. Est-ce que ça ne laisse pas justement libre cours à ce qu'on a aujourd'hui comme polémique et comme commentaire? Oui, évidemment. Beaucoup se posaient la question de savoir, le MPSR est composé de qui en termes de noyau dur? Ça, c'est une question qui a taraudé les esprits depuis le début. Et bon, à la prestation de serment, en tout cas ceux qui étaient, disent que les photos ont été prises par vagues,
les présidents d'institutions, les invités amis. Et puis on a parlé du MPSR. Et c'est ça le problème, on a dit les membres du MPSR. Et donc quand ils ont posé, ça veut dire que pour tout le monde, ceux qui ont posé avec le président, ce sont les membres du MPSR. Et donc si on y voit Maïga, si on y voit Drabo, c'est que ce sont des membres du MPSR. C'est une conclusion logique. En tout cas pour ceux qui y étaient, c'est ce qui nous est revenu comme information. Et donc du coup, c'est difficile de dire que bon, ils n'y sont pas. Mais moi, je me rappelle d'une interview que j'ai retrouvée d'ailleurs de lefaso.net. C'était quelque temps avant que Maïga ne revienne au Burkina, parce qu'il est revenu le 5 février. Il y avait déjà eu le coup d'état du MPSR. Voilà la question qui lui avait été posée par lefaso.net. Avez-vous, d'une manière ou d'une autre, participé à l'avènement du MPSR? Il dit, ce serait prétentieux de ma part de le dire, et je ne peux le dire parce que je n'ai absolument rien à voir avec l'arrivée de ce mouvement, même si je partage leur vision. Maintenant on dit photo avec les membres du MPSR, on l'y voit. Bon, je crois que ça aussi, ça a eu le mérite de susciter beaucoup de questions chez tous les observateurs de notre scène politique. Et puis, ça fait les choux gras des réseaux sociaux. Parce que, quoi qu'on dise aussi, tout le monde se posait la question de savoir, mais ce Maïga, d'où il tient ces informations? On se rappelle c'est celui qui avait soutenu à un moment donné lors de la dernière campagne là. C'était 2015, non? En 2015, il était voilà, un soutien de Roch Kaboré dans la campagne. Maintenant, après, ça s'est gâté, on ne sait pas trop pourquoi, on parle de raisons personnelles. Maintenant, il est devenu l'un de ses critiques les plus acerbes. Et on a tous vu les informations qu'il balançait aussi sur les réseaux sociaux. Et la qualité des infos, la justesse des infos, et puis quelquefois la teneur même des infos. Il faut être introduit pour les avoir, sinon vous ne pouvez pas. C'était ça aussi la réalité avec Maïga. On va taper ici, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui est en train de se passer. C'était des informations de première main. Si vous n'êtes pas dans l'opérationnel, si vous n'êtes pas à un certain niveau, vous ne pouvez pas avoir ce type d'informations. Donc il y avait toujours cette question-là que les gens se posaient, mais ce monsieur, où il trouve ces infos? Je crois que c'est ça en fait le problème, c'est qui fait jaser. La photo a tellement parlé. C'est-à-dire, elle seule permet de faire des recoupements derrière et les gens se disent, ah, donc c'était ça. Pourquoi une image vaut 1000 mots? C'est cela, là, cette image-là, elle vaut plus que 1000 mots. Donc, quand les Burkinabés ont vu cela, ils se sont dit, ah, voici donc ce qui explique cela. Voilà pourquoi elle était si bien informée. Donc c'est difficile de ne pas se dire qu'il y avait des liens et que depuis, l'ancien président Roch Kaboré était vraiment mal barré. Ça, c'était difficile de ne pas se faire cette lecture. Et je crois que c'est ce qui a fait qu'il y a eu ces critiques, quelquefois acerbes, où on peut dire ce qu'on veut, mais c'est parce que derrière, les gens ont mis, le puzzle venait de se... C'est-à-dire qu'on avait tous les éléments du puzzle et ça venait de se rassembler comme ça, et c'est comme un voile qui est tombé et les gens ont dit, ah ok, on comprend mieux. Mais dans le on comprend mieux, ils se disent, mais donc ça veut dire que depuis, il y avait des informations qui lui étaient données par des éléments qui devraient être à un certain niveau de notre chaîne. Et ça suscite beaucoup de questions et les gens se disent, mais comment est-ce que ça peut être possible? Donc c'est des questions qui sont légitimes et il faut accepter, il faut comprendre le courroux des uns, l'étonnement des autres. Et puis, bon, il y en a aussi qui applaudissent, qui disent, bon, c'est quelqu'un qui est au fond, en tant que civil, qui a apporté ce qu'il pouvait pour dénoncer certaines réalités au sein de l'armée. Parce que même sur les questions d'armement, il y avait des informations qu'il donnait. Avec lui, c'était des informations, mais quelquefois avec des documents bien scannés et donnés. Ça veut dire que il était vraiment dans le cœur des choses, ou bien celui qui lui donnait des informations était dans le cœur des choses. Et donc, avec la photo, je crois qu'elle a parlé plus que tout. Elle a tout dit. Maintenant, à chacun de se faire sa lecture. Mais de mon avis, et ça c'est ce par quoi je vais terminer, humble avis je dirais, je pense que cette photo a été aussi, communicationnellement n'était pas bonne. Je rejoins Bernard pour dire qu'on n'avait pas besoin de voir peut-être certains visages. Mais la preuve, quand vous regardez la vague que cela suscite sur les réseaux sociaux,
vous comprenez que les gens n'ont pas été insensibles à ce qu'ils ont vu. Sinon, depuis, on a entendu des discours, on les a vus à la télé, on en a vu quelques têtes. Ça n'avait jamais suscité autant de commentaires. Mais les deux civils, et surtout que dans le discours, on parlait de dépolitisation, de ceci, de cela, alors que vous avez quelqu'un comme Maïga dont le profil est controversé, on va dire de façon très claire, et puis un autre à côté, comme le rappelait Bernard, qui était du bureau exécutif national du PDC il n'y avait pas si longtemps, qui était même député et qui siégeait à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas plus politique que ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça veut dire que si ils sont du MPSR, ça veut dire qu'on peut s'accommoder de certains autres hommes politiques, étant entendu que le plus important, ce n'est pas la coloration, mais c'est la qualité et ce que vous pouvez apporter. Et là-dessus, je me rappelle que selon certaines indications aussi, lorsqu'il y a eu la rencontre entre le président du FASO et notamment les partis politiques, il a été clair, la situation dans laquelle nous sommes, c'est vous qui en êtes la cause. Mais de ce qui nous est revenu, le professeur Soba a dit, autant il y a des patriotes parmi vous, parlant des militaires, autant il y a des patriotes aussi parmi les hommes politiques. Il ne faut pas jeter tout le monde, jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Et que chacun pourrait apporter sa contribution si vous estimez que qualitativement, nous sommes dans certains secteurs des personnes de ressources et que nous pouvons apporter quelque chose. Ce n'est pas parce que nous sommes politiques qu'il faut nous écarter. Donc là, je veux dire, il y a ce qui met mal à l'aise beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a le discours et il y a la photo qui casse certaines parties du discours. Je crois que c'est ça. D'accord. Alors, juge Bourgman, le contexte d'arrivée du MPSR ne peut pas expliquer justement tout le mystère qu'il y a autour de la composition des organes de ce mouvement-là. Non, ça dit que les organes politiques en général, c'est ça. Quand j'étais en train d'expliquer que sous Sankara, la révolution est venue bien après, parce que j'ai dit que c'est provoqué par un choc violent et radical, porté par des hommes contre l'autorité établie, mais il y a un projet politique derrière. Et quand on prend notre insurrection, je fais un retour comme ça pour qu'on puisse se comprendre. Il n'y avait pas ce projet politique derrière pour un changement radical et violent de la société burkinabé. C'est ce qui a manqué à notre insurrection pour parachever un processus révolutionnaire. Parce qu'effectivement, les intérêts de ceux d'ailleurs qui portaient cette insurrection étaient très divergents. Donc, maintenant, par rapport au MPSR, en général, pour ces entités politiques, les gens les gardent un mystère pour pouvoir conserver une once de qualité et de crédibilité. Je m'explique. Il aurait été sage parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la salle. Donc, on a même dit les représentants du MPSR. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont au MPSR que nous avons vus. Parce que j'ai dit il fallait faire simple, prendre soit les militaires qui sont allés lire, les 14 ou 15 qui sont allés lire la déclaration à l'Assemblée nationale, à la télévision nationale prise la prise de pouvoir, ou sélectionner. Sitsore qui avait lu ne peut pas s'en cacher. Il y avait un lieutenant-colonel Tankwano qui était du groupe, quelques personnes, et puis le reste vous gardez. Mais ça c'est un choix certainement affiché de s'assumer. Mais là, effectivement, je rejoins M. Vaha. Parce que quand vous appelez les personnalités politiques, vous les chargez de tous les péchés d'Israël. Alors que dans vos rangs, il y a un homme politique qui démissionne de son parti 3 jours après qui est avec vous. Son rôle est intervenu à quel moment? Ils ont aussi précisé qu'ils vont travailler avec des hommes politiques, mais à l'intérieur des partis politiques, trouver des hommes de qualité. Alors, quel a été le critère de mesure de la qualité du choix de M. Drabo? Ou bien il faisait partie du projet, ou bien c'est parce que comme dans l'article que Ouattara a rédigé, il a été dit qu'il est proche du chef de l'État, ou bien c'est compte tenu seulement de sa proximité. Donc la force note, c'est de charger les hommes politiques, alors que dès les premiers moments de votre sortie pour une photo à la prestation de serment, tac, on voit déjà un homme politique. Et les informations nous indiquent qu'il est le premier vice-président d'ailleurs du MPSR. Le président est militaire, le premier vice-président est civil et que c'est la personne de Drabo. C'est selon nos informations. Peut-être qu'après, ça va changer ou pas, mais en tout cas, c'est ce que nos informations nous disent, que c'est le premier vice-président du MPSR. Donc effectivement, ça
ça crée une fausse note. Mais j'ai dit bien, en général, pour ce genre de mouvements, quand c'est des mouvements ponctuels liés à un coup d'État, ceux qui portent le projet, beaucoup sont dans l'ombre. Il y en a qui sont toujours dans l'ombre, qui ne s'affichent pas, il y en a. Mais le simple fait d'afficher, les uns et les autres ont commencé à mettre des visages sur les noms et ont commencé à épiloguer. Et vous voyez que M. Maïga était obligé de se défendre sur sa page. La première sortie, c'est de dire « Je partage la vision du MPSR et j'ai adhéré ». Comment est-ce qu'on adhère au MPSR? Est-ce que vous savez? Non. Peut-être que vous voulez y entrer. Deuxièmement, il revient encore avec une autre publication. Il dit « Le MPSR n'est pas un parti politique ». Ça, c'est une précision qu'il donne. Bon, c'est vrai, c'est pas encore formalisé au niveau du MATD. Donc, ça, c'est vrai. Mais une idéologie, au même titre que toute idéologie, et se réclamer du MPSR doit devenir la norme de tous ceux qui soutiennent la refondation. Au-delà du rôle de sympathisant, je n'ai aucun rôle particulier au MPSR. Donc, nous avons maintenant un contenu que le MPSR est une idéologie. De la gauche, de la droite ou du centre, ça on ne sait pas d'abord. Mais c'est Maïga qui nous informe. Donc c'est une information quand même de taille. Que ce n'est pas encore à l'échelle d'un parti politique. Le CNR n'a pas été dans les démarches d'ailleurs pour être un parti politique. Il paraît que le nom devait être le Front Populaire, c'est ce que nous avons entendu. Mais le CNR n'a pas pu se formaliser en parti politique. Donc aujourd'hui, effectivement, formellement, ce n'est pas encore un parti politique. Mais il dit que c'est une idéologie. Mais je dis bien, mais de la gauche ou de la droite. Mais parce qu'il parle aussi de refondation. Donc on ne parle pas de révolution, on parle de refondation. Donc pour un sympathisant, c'est tellement qu'il s'est bien informé avant de faire le choix d'être sympathisant. On ne peut pas lui dénier cela. Mais je dis bien, ça a contribué à jouer sur la crédibilité. Parce que quand il est obligé de sortir, s'expliquer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisqu'il est obligé de sortir se justifier. Alors que non, les gens font leur choix, n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais compte tenu du tollé que ça a soulevé, et ça gêne même dans les rangs du MPSR, parce qu'après notre publication, certains, en tout cas, ont tenté de nous faire croire qu'il n'y est pas, qu'il y est, qu'il n'y est pas, qu'il y est. Certainement, il sort pour faire cette information, pour couper court aux rumeurs. Donc, il est effectivement sympathisant. Mais, Président, vous n'êtes pas militant d'un parti politique. Vous n'êtes pas le cadre d'un parti politique ou d'un quelconque regroupement. Mais ce regroupement a une cérémonie. Et vous avez accès au site et à la salle. En tant que simple sympathisant. C'est-à-dire quand même c'est un sympathisant 5 étoiles. Parce que pour avoir même accès au site du Conseil constitutionnel, il fallait montrer patte blanche. Demander aux représentants, aux médias burkinabés et même aux journalistes de la presse étrangère qui étaient à Ouaga, certains sont partis ou qui sont toujours à Ouaga, qui avaient une accréditation en bonne et due forme délivrée par les autorités burkinabées. On présentait ça au niveau des checkpoints mais n'ont pas pu passer. Je ne parle pas d'abord d'accès à la salle, je parle d'abord d'accès au site du Conseil constitutionnel. Ça, c'est d'abord l'accès au site du Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a l'accès maintenant à la salle, qui est une autre paire de manches parce qu'il faut également montrer patte blanche. Donc, comment est-ce qu'il a pu passer les checks en tant que sympathisant qui n'est pas encore membre et qui ne joue pas un rôle, mais qui s'affiche aussi sur la photo? Donc, il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de choses qui ne collent pas, qui font que les uns et les autres se posent des questions. Il aurait fallu assumer, dire oui, je suis membre. Si on est membre, c'est de dire je suis membre. Et puis c'est clair. Mais quand vous dites que vous êtes sympathisant, alors que les sympathisants arrivent à un niveau, bon, c'est qu'il s'est vite informé. Mais s'il est rentré au Burkina rapidement, le 5 février, c'est tellement qu'il a pris langue, il s'est vite renseigné, il s'est informé. Et puis bon, il dit, bon, écoutez, moi je veux faire partie, bon, on te croit comme sympathisant. Et puis bon, donc on ne peut pas aussi, je dis bien, lui dénier à M. Maïga le droit de pouvoir le faire. Je précise d'ailleurs que dans les années 2016-2017, M. Maïga fait partie de ceux que nous interrogeons régulièrement sur nos ondes depuis les États-Unis. Et nous le présentions comme fondateur du journal Sahel Info, mais aussi comme étant en étude aux États-Unis, avec plus tard la précision réfugiés politiques. Donc, c'est quelqu'un avec qui nous échangeons depuis longtemps sur les questions sécuritaires parce qu'il a l'autre qualité également qu'il a, c'est la maîtrise du Sahel. C'est quelqu'un qui connaît très bien le Sahel.
Il connaît parfaitement le Sahel et il parlait de la question sécuritaire avec suffisamment de précision. Et je me rappelle qu'il l'avait lâché au cours d'une interview téléphonique que nous avions eue avec lui. Il a dit, Malam Dicko, qui était la tête de Ansarul Islam, il dit Malam Dicko n'est même pas la tête. Malam Dicko est la queue. C'est la tête qu'il faut chercher et couper. Mais Malam Dicko, ce n'est même pas la tête. C'est ce qu'il disait. Et que les implications sont telles que la réponse militaire qui était en train de donner n'était pas du tout adaptée. Et ce qui était vrai. Donc sur ces questions, il est clair que sa lecture est juste et il a des informations, il est introduit parce que c'est aussi un fils du Sahel et du Falangoutou. Donc il connaît bien la zone. Ils ont des cousins de l'autre côté de la frontière parce que la frontière les a divisés. On en a longuement parlé au cours des interviews que nous avons eues ensemble. Donc par rapport à sa maîtrise des questions sécuritaires, son relationnel dans les rangs des armées, on ne peut pas le lui délier. Sauf qu'ici, on a un MPSR aussi qui est mal à l'aise avec une photo qui a fait le tour de la toile pour quelqu'un qui s'était inscrit dans le cadre d'alerter et d'appeler à ce qu'on puisse contenir les attaques terroristes, mais qui ne le fait plus. C'est ça aussi que le Burkinabé se pose des questions. Mais pourquoi vous ne publiez plus qu'il y a attaque, où il y a eu ceci, où il y a eu cela? Donc, c'est ce qui fait qu'on épilogue là-dessus. Sinon, bon, chaque Burkinabé a le droit de s'organiser comme il veut. D'accord. Alors, oui, allez-y. Oui, c'est ce que Bernard dit, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que depuis les rentrées, ça a changé. Parce que je m'appelle depuis le 5, parce que nous, on le voulait déjà en interview, même un peu avant même qu'il ne rentre. On était en train de calibrer ça et tout. Quand il est rentré, on a tenté de pouvoir faire une interview, mais ça n'a pas pu prospérer. C'était même compliqué même de l'avoir directement. On a senti que c'est quelqu'un qui s'était bunkérisé un peu, on va dire comme ça. Donc c'est cette première apparition-là qui a fait tilt, et puis bon, tout le monde en parle. Mais en même temps, il faut comprendre. Parce que sur les réseaux sociaux ou ailleurs, quand vous regardez, c'est normal qu'il y ait deux tendances. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore avalé ce qu'ils voient comme être un déshonneur, c'est-à-dire avoir été chassé comme ça. Et quand ils regardent, parmi les artisans de la chute du régime Kaboré, il faut reconnaître que Maïga y a été pour beaucoup. En tant qu'alerteur, et même avec une capacité de mobilisation depuis là où il était, à combien de kilomètres d'ici. Il avait cette capacité de mobilisation, il était l'une des figures de proue pour les sorties ici. Il relayait, il appelait à sortir. Donc, quand vous avez un artisan de la chute d'un système, et pour certains, quand ils voient la photo, c'est comme, je vais dire, c'est comme la cerise sur le gâteau d'une victoire, ils le vivent très mal. Il y en a qui regardent ça aujourd'hui, ils sont tellement mal au cœur. Ils disent, mais c'est pas celui-là qui faisait les révélations sur notre capacité sur le théâtre des opérations et tout. Et c'est lui aujourd'hui qu'on voit, ah donc c'est ça, c'est ceci, c'est cela. C'est ça qui Kourousse est bon camp de Burkinabé aujourd'hui, qui vivent mal. Voilà, quelqu'un qui les a mis à mal et qui aujourd'hui est sur le feu de la rampe et tout. Mais il y a beaucoup aussi qui font la lecture de ce que, donc, ça veut dire que depuis, il y avait ce lien-là qui fait que, bon, il était si informé que ça et tout. Et donc, se posent des questions quand ils jettent un regard rétrospectif. Et ça, on ne peut pas vraiment l'enlever. Mais bon, je crois que ici, ce n'est pas de dire, il est avec nous, il n'est pas avec nous. Je pense que là, c'est clair, quand il dit, il est avec le MPSR, maintenant, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'il n'est pas, il n'est pas dans le dur. Il ne joue pas le premier rôle. Il joue pas le premier rôle. Mais bon, en tout cas, nous, on sait que pour accéder à la salle, comme Bernard le dit, on ne va pas le rappeler, on sait ce qui s'est passé, on sait comment c'était pas simple. Donc c'est quand même, si c'est un militant, en tout cas c'est un militant 5 étoiles. D'accord, peut-être une dernière question sur ce chapitre-là. On a eu la polémique sur la légalité de la prestation de serment. Maintenant, c'est le débat sur la composition du MPSR. Est-ce que ce n'est pas le retour des vieux démons d'avant la chute de Roch Kaboré? Beaucoup de débats, beaucoup de polémiques et très peu de contributions sur l'urgence, sur les priorités. On a comme l'impression qu'on s'écarte de l'essentiel actuellement. Oui, mais ce n'est pas nous. Ça, ce n'est pas nous. Ça, c'est le MPSR. Parce que, j'ai dit bien, quand il y a eu le coup d'État, j'ai dit je saute l'époque du président Compaoré, l'épisode Kaboré, transition, et je colle avec 83-87, donc avec la chute du président Kaboré. C'est un groupe de militaires
qui s'est assumé, qui a renversé un régime et qui est venu. Et de mon point de vue, ils sont porteurs d'un projet politique, social, économique, culturel. Et à l'entame de l'exercice du pouvoir, on doit pouvoir ressentir ces choses-là. On doit pouvoir ressentir ces choses-là. Mais pour le moment, on ne le sent pas. On ne sent pas ça beaucoup. On est beaucoup plus dans la consultation. Avec beaucoup de gens qui veulent accompagner, mais qui ne savent pas par où est-ce que d'abord ils vont. Donc, qui met en place un comité de réflexion qui est en train de faire un travail et nous sommes accrochés aux résultats de ce travail. Ce qui fait croire que c'est quoi? Et il a même dit, c'est eux qui vont tracer les 15 là. Moi, je les appelle d'ailleurs les 15-15. Ils ont 15 jours. Hein. Ils sont 15, ils ont 15 jours. Ou bien ils ont 14 jours encore. Donc, moi, je les appelle 15-15. Mais les 15 là, qui ont la lourde responsabilité sur leurs épaules, selon ce qu'il a dit, de tracer les sillons du nouveau Burkina. C'est-à-dire que le projet politique, économique, culturel, social, et j'en oublie, du MPSR va se reposer sur le travail d'hommes et de femmes qui n'ont pas contribué formellement à la prise du pouvoir par les armes. C'est-à-dire, nous, on a pris le pouvoir. Mais pour construire, diriger et dire où on va aller, c'est d'autres personnes qui doivent venir dire. Est-ce que dans l'application, ça ne va pas poser problème? Ou bien ces mêmes seront associés à l'exécution, à des postes de responsabilité suffisamment déterminés qui leur mettent à l'aise de pouvoir effectivement conduire cette refondation qui se veut une transformation positive profonde, comme il a dit. Et un retour aux fondamentaux, aux valeurs culturelles de l'intégrité. Bon, voilà quoi. Là, on rejoint un peu ce que Sankara aussi avait dit, parce que c'était un retour également aux valeurs en son temps. Hein, parce que le Burkina Faso avait un écart. Donc, il fallait retourner à l'essentiel, donc à l'intégrité. Donc, ce qui fait que vous dites que le débat, l'essentiel était abandonné. Non, mais ce n'est pas, ça c'est pas le Burkinabé, la classe politique. Il a même dit à la classe politique de se tenir tranquille. Pour le moment, c'est les OSC qui bougent. Il leur demande d'ailleurs de faire leur introspection. Tout. Oui, mais pour le moment, c'est leur autocritique, oui. Mais en attendant, vous avez pris pourquoi? Où est-ce que vous nous amenez? Donc, nous allons attendre le travail des 15, qui peut être satisfait ou pas satisfait. Bon, satisfaisant, pardon, ou pas satisfaisant. Dans ces conditions, on fait comment? C'est en ce moment qu'ils vont nous sortir leur vrai projet. Ou bien ils vont prendre le travail et appliquer à ce qu'ils ont déjà comme vision ou objectif de développement. Donc, balbutiement, débat autour de l'essentiel, ça, ce n'est pas nous qui nous sommes mis en ça, c'est eux qui nous ont conduits à cela. Mais quand le groupe des capitaines de 83 est arrivé, à travers déjà le discours, les uns et les autres commençaient à voir où ça allait aller. Quand le discours, le DOP, le discours, comment on appelle ça, d'orientation politique du 2 octobre est tombé, c'est clair et net, par rapport aux questions sociales, culturelles, politiques, économiques, où est-ce qu'on veut aller. Et les programmes qui ont suivi, les actions et les activités qui ont suivi ont été claires. 3 luttes, vaccination commando, réforme du système éducatif, même si l'appel de Gawa n'a pas abouti. Au moins c'est clair, il y a un projet porteur, il y a un projet politique, économique qui accompagne le CNR, qui disent au Burkinabé, nous allons ici. Même si sur le plan des libertés, c'est brimé tout, au moins on savait où ils allaient. Et il y avait des indicateurs même de performance. Il y avait aussi des résultats probants sur la bataille du rail, sur les infrastructures dans le domaine culturel, la construction des célèbres salles de ciné et des différents théâtres populaires. Il y a des provinces d'ailleurs aujourd'hui qui n'ont de salles que les fameux théâtres populaires. Il n'y a pas d'autres salles. Il n'y en a pas. Sur le domaine cinématographique, on a fait un bond en avant en son temps. Par rapport à la conscience, le déclic, le Burkinabé l'a eu. Mais ça, ils sont venus avec en main leur projet. Maintenant, dans la façon de conduire, on peut épiloguer. Oui, mais c'est au moins clair qu'il y a un projet. Mais ici, le projet politique qui accompagne n'est pas là. On demande à des gens de réfléchir pour qu'on puisse aller, parce qu'on veut un travail consensuel qui fédère tout le monde. Certainement, tirant le son de ce qui s'est passé, on dit, bon, si vous brusquez, c'est mieux de brasser large. Donc,
Maintenant, ça c'est important de consulter. Mais après avoir consulté, en toute âme et conscience, c'est tellement vous consulter pour vous conforter que vous-même vous êtes sur la bonne direction ou pas. Et vous dire, bon, écoutez, quand je vous regarde, quand je vous écoute, et je regarde ce que nous avons comme projet sur la table, on est ensemble, on est en phase, allons-y. Et le choix des hommes pour accompagner le processus, pour piloter le processus se fait aisément. Donc ça, on attend ce projet-là pour savoir de quoi est-ce que naturellement ça retourne. Mais ce n'est pas comme l'époque des présidents militaires, parce qu'il y a un délai, il y a une communauté internationale aussi qui va imposer un délai. Donc ils ont raison de parler de refondation, parce qu'on ne peut pas durer avec le béret et le treillis au pouvoir comme l'époque des présidents dits révolutionnaires en son temps. D'accord, nous allons passer au deuxième sujet qui a été retenu pour cette convocation. Je l'ai dit, c'est désormais officiel. La France et ses partenaires annoncent leur départ, le départ des forces Takuba et Barkhane du sol malien après 9 ans de présence. Une décision qui a été prise justement après les relations assez tendues entre Paris et Bamako. Comme dirait l'autre, ce qui devait arriver arriva. Juge va, est-ce que c'était prévisible quand on regarde l'enchaînement des choses et la dégradation des relations entre le Mali et la France? Oui, c'était prévisible. Quand on regarde, à un moment donné, vous voyez, il y a des choses qu'on ne voyait pas entre diplomatie, il y a des propos qu'on n'entendait pas entre pays en coopération, et on était dans un genre d'escalade. Et donc, pour moi, c'est dès que logique. Après, le temps donné aux ambassadeurs de quitter le Mali, et avec la France aussi, qui n'a pas voulu forcément, comment dire cela, réorienter sa communication et sa posture vis-à-vis du Mali, et le Mali qui est toujours resté braqué aussi, quoi qu'on dise, face à la France. C'était clair que ça n'allait pas prospérer. Et je pense aussi que pour ce qui est des militaires au pouvoir au Mali, ce n'est pas une surprise, mais pour moi c'était un objectif. Et pour moi c'est un objectif qu'ils viennent d'atteindre, parce qu'ils ne voulaient plus de ces forces françaises là. Et parce que aussi, quoi qu'on dise, les Maliens à un moment donné commençaient à avoir un regard très critique à l'endroit justement de ces forces présentes, et qui n'apportaient pas plus de sécurité que ça. Parce que n'oublions pas quand même que c'est depuis en gros 2013. 2013, c'est vrai que on se rappelle, il y avait 2 colonnes qui descendaient sur Bamako. Donc le pouvoir en son temps avait demandé l'aide de la France. Et Serval est venu, je pense que c'était en 2014 août, il y avait où la guerre avait vraiment commencé. Quand Serval est venu, ils ont pu contenir et repousser à un moment donné, jusqu'à ce qu'ils décident de s'arrêter net, et puis d'acter un genre de découpage comme ça du Mali. Et ça n'a pas forcément plu à certains Maliens, et d'autant plus que la question sécuritaire n'est pas allée en s'arrangeant. Et pendant la présence des Français, 8 ans quand même, au départ, c'est 20% du territoire que les Maliens ne maîtrisaient pas. Aujourd'hui, c'est pratiquement, selon certains 80%. Donc, ça veut dire que c'est parti de mal en pis. Donc, je dis toujours, personne ne s'accommode de présence étrangère. C'est même... c'est un inconfort. Mais quand vous vous accommodez de cela, c'est parce que il y a en retour quelque chose de satisfaisant, il y a en retour quelque chose de bénéfique. Mais quand ça encore vous ne l'avez pas, c'est clair que à un moment donné, ça risque d'être difficile de continuer ainsi. Et je pense que c'est ça qui a prévalu dans la situation malienne, où à un moment donné, même les Maliens se disaient, bon écoutez, ils sont là, s'ils ne nous arrangent pas, pourquoi est-ce qu'on va se déranger outre mesure? Et ça, les militaires venus au pouvoir, eux aussi, ils ont surfé là-dessus. Et ils ont fait un peu de la présence française un préalable, parce qu'ils ne comprenaient pas trop les postures. J'avais l'impression qu'à un moment donné, ils jouaient plutôt un jeu qu'ils ne lisaient pas bien, et ils se demandaient, est-ce qu'à la fin, pour s'être installé aussi longtemps, ils n'aident même pas à un moment donné nos ennemis à pouvoir nous fragiliser davantage. Et ça, c'était des suspicions qui étaient devenues tellement fortes, on entendait des accusations qui étaient tellement fortes, ça pouvait être des théories complotistes ou quoi que ce soit, on peut les dire comme on veut, mais c'était des choses qui circulaient. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où le Malien, où les autorités maliennes
avaient envie, de respect, et puis, deux, au moins qu'on les traite autrement. Passer son temps, je parle de la diplomatie avec Le Drian et même la ministre des Armées, passer son temps à dénigrer les autorités maliennes, ça commençait à devenir un peu lourd, ça commençait à devenir un peu gros. Et ça, ils ont réagi à la juste mesure de la limite des insultes qu'ils avaient. Et moi, je trouvais cela normal. Maintenant, tout ça pour moi, c'est fini. C'est fini. Les Français sont en train de partir, les Canadiens les suivent. En tout cas, tout le monde est en train de partir parce que ce que Macron aussi a réussi, c'est de ne pas laisser dans la tête des gens que c'est la suite du problème entre la France et le Mali, une diplomatie mal maîtrisée et puis une escalade entretenue de chacun des côtés. Ils ont voulu faire maintenant de l'anti-Europe. Et c'est comme ça, avec toutes les discussions qu'il y a eu récemment, il a fait de ce problème entre la France et le Mali un problème avec l'Europe. Mais c'est vrai aussi que c'est par le biais de la France qu'on a eu toutes ces présences, toutes ces présences de forces étrangères. Quand on regarde quand même le contingent Barkhane, la France a en gros 7000 soldats hors du pays. Mais Barkhane seul, c'est 5100 soldats. Donc vous voyez que tout était vraiment concentré sur le Mali. Et selon les chiffres, quand vous voyez c'est 880 millions d'euros, ça fait en gros un peu plus de 500 milliards de francs CFA, rien que pour l'année 2020. Donc ça coûte cher. Et en plus, ils ont l'impression qu'il n'y a pas la gratitude du retour. Vous regardez en France, il y aura des élections. Et sur la question de la présence française au Mali, c'est en train de s'inviter dans les débats. Et là-dessus, lorsque c'est abordé, Emmanuel Macron est très mal à l'aise. Donc, il est aussi pour lui opportun de régler un problème. Donc, l'une des solutions à trouver, c'était à la fin de quitter le Mali. Et puis, c'est un redispatching. Ils ne quittent pas le Sahel, ils vont repartir maintenant juste à côté, poser leurs valises. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, comme j'ai dit, le vin, il semble être tiré. Dans les 4 mois à venir, peut-être on n'aura plus de soldats français parce que ça sera progressif en termes de retrait. Maintenant, aux Maliens qui ont demandé depuis de pouvoir avoir des alternatives décidées par eux-mêmes et puis affronter les terroristes, on va voir maintenant ce que ça va donner. D'accord. Cette autodétermination voulue. On va voir ce que ça va donner. Sur le terrain. Et on espère que ça va donner quelque chose de positif. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Tel semble être le discours des autorités maliennes qui avaient dénoncé un abandon en plein vol. Quand on voit ce qui se passe, est-ce qu'on peut parler de victoire des autorités maliennes ou de la diplomatie malienne? Oui, en tout cas, ils ont joué. Les Maliens ont joué avec suffisamment d'intelligence. De façon douce, ils leur ont pas dit de partir, mais ça ressemble à écoute, il faut partir. Donc à un moment donné, les choses étaient telles que la France n'avait d'autre choix effectivement que de se retirer. Mais le Mali n'a pas formellement dit à la France de quitter. La France aussi n'a pas demandé je reste ou je pars. Donc c'était compliqué. Mais je dis là ils ont bien joué, ça a été subtil. Mais ce qui reste, c'est ce que a dit Geoffroy, c'est aux Maliens, aux autorités maliennes de prouver qu'elles sont à la hauteur des enjeux, qu'elles peuvent sécuriser le Mali pour ne pas donner raison à ceux qui disent que vous ne pouvez pas. Donc le challenge est beaucoup plus grand par rapport à ce qui est attendu des autorités de Bamako, qui sont également dans les négociations par rapport au chronogramme électoral qui d'ailleurs divise. Mais avec ce départ de Barkhane et de Takuba, c'est une pilule qui est très amère à avaler pour Emmanuel Macron. Parce que c'est très difficile, ça passe difficilement. Mais là où il a réussi, c'est qu'il a réussi aussi à mettre dans la tête de certains Français et une bonne partie de l'Europe qu'ils sont au Mali, non seulement pour protéger les Maliens, parce que si ça ne marche pas, les mêmes terroristes vont débarquer à leur porte. Ça, ce discours-là marche là-bas. Sauf que, effectivement, pour un président français, avec tout ce qui va avec, ce n'est pas évident. Je pense que c'est le titre d'Antoine Gazler, c'est quel auteur là qui dit, le titre du livre c'est Arrogant comme un Français en Afrique. Il faut le lire pour comprendre un certain nombre de choses, parfois les positions condescendantes et tout et tout. Mais avec ce départ, je dis bien, c'est une humiliation grandeur nature pour la France. La réplique pourrait venir d'une façon ou d'une autre.
En 1958, déjà, la Guinée a payé les frais. Et tous les présidents qui ont tenté de s'affranchir d'une certaine autonomie, parlant du franc CFA, on connaît également la suite. D'ailleurs, dont l'ancien président malien, même Modibo Keïta, Sylvanus Olympio du Togo et tout, et j'en oublie. Donc, bref, est-ce que les deux forces se retirent, ils vont déposer leurs effets au Niger? Peut-être qu'on aurait également un détachement au Burkina. Il y a déjà Sabre qui est là. C'est pas exclu puisque Barkhane déjà opère ici. Maintenant, la suite, comment est-ce que ça va se passer? C'est la réponse que les autorités maliennes vont donner sur le terrain. C'est cette réponse-là qui va crédibiliser ou pas Goïta et ses camarades. D'accord. Alors l'impact direct de ce départ au Mali et quelles peuvent être en tout cas la conséquence de cette nouvelle donne pour des pays comme le Burkina Faso et le Niger. Voici des questions qu'on pourra enrôler les prochaines convocations et donner des clés de lecture. En tout cas, merci messieurs les juges. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente émission et se donner rendez-vous lundi pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.